en direct sur le canapé Trash Talk avec des médaillés olympiques. On applaudit. Bravo. Bravo. Lucas Dussoulier et Timothée Vergia qui sont là. Et ils les ont. Ils sont là. Ils sont belles. Hein. Oh là 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 là. Très lourds. Ils sont Ça, c'est magnifiques. Ouais. Bravo messieurs. Enfin vous êtes là posés sur le canapé. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Après une vraie première nuit, la vraie première nuit depuis longtemps. Donc, ouais. Ça a pu un peu se reposer là, tu m'as dit, tu t'es fait une vraie nuit toi Lucas? 11 heures de sommeil, c'était incroyable. Des spasmes dans tous les sens, je fais n'importe quoi mais je me suis régalé. C'était la première vraie nuit de 11 heures depuis un bon bout de temps j'imagine. Depuis la finale, depuis le matin de la finale où on avait fait une nuit normale, je crois qu'on avait enchaîné genre... T'avais réussi à faire une nuit normale Ouais, un peu la boule au ventre quand même. Ouais, un peu. Donc tu te réveilles aussi avec la boule au ventre mais non ouais c'est la première nuit, après la finale on a dormi 30 minutes. Ouais. Et la nuit d'avant 3 heures donc, ouais un peu de fatigue. Toi aussi t'as pu un peu pioncer ou là tu finis vraiment avec cette folie, on va en reparler depuis lundi soir, t'arrives à dormir un peu ou pas trop? Non là j'arrivais bien à dormir. Après faut savoir que même pendant la compète on se couchait super tard parce qu'on jouait à chaque fois à 22h30. Ça se finissait à des grandes 2h du mat limite, et c'est vrai que chaque matin fallait pas voir les réveils hein. Ouais. Et ben on va parler de plein de choses évidemment dans le chat, on applaudit nos chers médaillés qui sont là, c'est formidable, on les a commentés dans tous les sens, on a vécu plein de dingueries. Hein? Dante Vergia. Ah bah là il y a Dante Vergia tout de suite hein. Les gimmicks Di Vincenzo c'est normal. Et encore on va parler aussi de toi parce que Lucas il y a eu 2-3 mèmes face caméra comme on dit. Nous sommes ici pendant un grand 40 minutes, 45 minutes avec les copains du 3-3. On a évidemment Alex aussi qui est là. Juste si on devait envoyer un message aux deux autres copains, ils sont partis plutôt en vacances, ça balance, qu'est-ce qui se passe pour Jules notamment? Jules est parti en Sicile, il doit être en Sicile actuellement. Ah bah on lui fait la bise. J'espère qu'il nous regarde. Ouais. Bien sûr. Peut-être il dort encore. Ouais c'est possible. C'est possible qu'il dorme. Fatigué aussi. Ça pionce évidemment. Et Franck aussi? Franck est rentré à Bayonne je crois chez lui. Ok. Chez ses parents. Parce que c'est un des premiers points que je voulais voir avec vous messieurs, c'est que évidemment il y a du 3-3 qui vient d'avoir lieu, mais à la fois on avait du spécialiste 3-3 et vous, faut quand même préciser qu'à la base il y a du 5-5. Toi t'es à Nanterre, toi t'es à Blois. En fait, tu me disais là juste avant que vous arriviez, enfin juste avant qu'on démarre le live, la semaine prochaine il y a encore une compète de 3-3, c'est un rythme de malade. Comment ça se passe en fait? Bah eux ils enchaînent avec le World Tour. Au 3-3 en fait c'est comme au tennis, chaque week-end t'as des tournois. Ouais. Et surtout là à partir de fin août t'as des Masters, ça s'appelle, c'est les plus gros tournois de la saison. Ouais. Et t'en as beaucoup qui sont en septembre, octobre. Et pour eux, pour les joueurs de 3-3, c'est ce qui fait marquer le plus de points, c'est là où il y a le plus de prize money. Donc c'est des tournois qui sont importants à faire, il faut pas négliger. Après c'est vrai que là, juste après les JO, celui-là je pense qu'il va être un peu bizarre. Mais ouais c'est un peu violent, mais alors du coup, si j'ai bien compris, parce que évidemment il y a plein de gens qui montent à bord du wagon 3-3 avec toute la lumière qu'il y a eu, et on va en parler tout au long de cette émission. Pour vous par contre c'est différent, c'est-à-dire que vous là, on va reparler du fait que depuis lundi c'est un peu la folie, mais vous là vous allez avoir un peu de break avant de rebasculer plutôt sur du 5-5, c'est ça? C'est ça, ouais, là on a quelques jours, on va pouvoir se reposer un petit peu. Ouais. Les clubs ont été quand même assez cool, je trouve, pour nous laisser quelques jours se reposer, parce que c'est vrai que c'était très très fatigant, même au-delà de l'après-médaille. Même la compétition était super fatigante, donc un peu de repos ça va faire beaucoup de bien. Et puis après nous on repart chacun dans notre club. Moi à Nanterre, lui à Blois, et on repart pour une saison 5-5, donc ça enchaîne pas mal. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça. C'est un choix. Et pour faire justement la transition là-dessus, c'est moi ce qui me fascine avec évidemment avec vous deux, avec ce qui s'est passé, c'est que depuis lundi soir, j'imagine, c'est un peu une autre planète qui s'est ouverte et qui a été découverte pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont être notamment différentes? Moi je pense forcément, par exemple, quand vous allez rentrer dans votre club de 5-5, c'est pas la même qu'il y a un mois et demi, j'imagine. Enfin je sais pas comment ça va être pour toi, notamment Timothée. Je sais pas, j'ai reçu beaucoup de messages, il y a beaucoup de gens qui attendent de voir la médaille, de me voir. Donc ça après on s'en rendra compte après, l'impact vraiment qu'on a eu sur les gens. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont suivi dans les tribunes, j'entendais beaucoup de personnes dire on est de Blois. Ah t'as eu une fanbase de Blois qui était derrière toi? Ouais il y avait beaucoup de gens. Okay. Je pense que forcément les gens vont être un peu contents de nous voir. Dans toute la France, pas spécialement à Blois, tu vois, j'espère que bien sûr. On a un peu marqué le coup donc... Je pense que c'est dur de s'en rendre compte là, on est un peu sur un petit nuage, on s'en rend compte, je pense quand même qu'on est sur un petit nuage là, on plane, et on s'en rendra compte quand on va revenir à la vie entre guillemets normale,
quand il y aura plus trop cet impact, mais les gens, surtout de nos clubs, vont être super contents de nous voir, etc. Et ça va être sympa de partager ça avec eux aussi. Non, tu m'étonnes. Lundi soir, ça a été la folie absolue, parce qu'en plus la folie de ce programme, c'est qu'en fait t'enchaînes la demi, t'as le temps de souffler, et en fait t'es déjà en finale, quoi. Il y a 2 heures. On a joué à 19h et je crois que la finale c'était 22h30. C'est ça, 22h30, donc t'as même pas le temps d'eux. Et tu parlais à l'instant d'être sur un nuage. Si tu devais un peu résumer, si vous deviez un peu résumer l'espèce de folie dans laquelle vous êtes emmené depuis lundi soir, c'est indescriptible. Il y a des choses. C'est quoi les émotions qui vous accompagnent? C'est surtout le n'importe quoi. Vous êtes passé au Club France. On en parlait tout à l'heure. Vous êtes arrivé au match de 5-5 et on était donc à la Hotel Arena et l'ovation qui vous a été réservée au 3-3 était extraordinaire. Comment vous vivez ce truc-là en fait? Franchement, les JO à Paris, en France, c'est ouf parce que j'ai pu discuter avec des athlètes que je connaissais un peu de l'INSEP parce qu'on a fait l'INSEP et donc on a croisé quelques personnes qui ont fait les JO aussi et qui avaient déjà fait les JO à Tokyo, à Rio et qui nous ont dit, moi je leur ai dit c'est incroyable ce qu'on vit, ils me disent mais franchement tu revivras pas ça sur n'importe quel JO, c'est vraiment incroyable l'engouement des gens et là nous on est arrivé à Bercy là pour le quart de finale. On marchait et vraiment on était applaudis de partout, on passait, c'était incroyable. Je pense que le 3-3 tous les gens ont découvert le 3-3 et c'est fou, franchement c'est fou, j'ai même pas de mots pour te décrire. En fait c'est ça le truc, c'est qu'on tout le monde nous dit on a vu le match hier, on a regardé alors que tu vois, en plus on a de la chance parce qu'on est tombé sur une journée où c'était un peu moyen. Et la journée après aussi pareil. Et du coup on était un peu les seuls de... Il y avait un surfeur qui a fait médaille d'or. Oui, mais bon, il est sur Tahiti, donc c'est pas pareil. C'était tard. Et c'est vrai que les gens ont tous vu le match en fait, et de se faire acclamer alors que t'as des Wemby sur le terrain, c'est un peu le métaverse, normalement c'est l'inverse qui doit se passer. Donc ouais, mais le fait est que c'est marrant que vous disiez ça parce que bon, nous évidemment on est dans un autre siège, on n'est pas sur le parquet, mais en tant que média, quand on avait bossé sur les JO, on se disait bon, il y a le premier tour du 5-5 et il va y avoir le 5 août. Et le 5 août, on sait pas comment ça va se passer. Vraiment, on disait le lundi 5 août, c'est une espèce de bascule parce qu'on savait qu'il y avait des histoires de calendrier, planning, comment ça va se passer pour le 6. Le 5, on va évidemment être à fond sur le 3-3. On savait que Giovanni, qui est là évidemment et qu'on applaudit parce qu'il a été à fond pour couvrir le 3-3, et Dieu sait s'il a été derrière eux. De ouf. Regarde quand même, il y a applaudissements en direct du canapé. Je le fais aussi. On savait que ça allait être la folie et c'est vrai qu'au final, tout a convergé vers la France doit regarder le 3-3. Moi, je pourrais même vous montrer, ma propre daronne m'a envoyé un texto à 23h en me disant incroyable les garçons du 3-3, alors que généralement c'est pas trop son truc. Donc vous avez senti que la France était à fond sur vous. Tu parlais même de part de marché et de gens qui vont ouais, c'est ce que j'allais dire. On nous a dit, là on a fait je crois 8 millions d'audience sur France 2 et ça correspondait à je crois 45% de... 45% de, je sais pas comment ça va, de part de marché, c'est ça. De part d'audience. Ça fait une personne sur deux qui regardait la télé, nous regardait quoi. C'est, quand tu dis comme ça fait bizarre, tu vois. Et, non, franchement, ce qu'on a fait, je pense qu'en termes d'attitude, en fait, de ce qu'on a donné depuis le tout début du tournoi, jusqu'à la fin, on a été irréprochable et les gens, après les scénarios ont aidé aussi parce que les 2 premiers matchs, on gagne entre guillemets sur des buzzers un peu. Et les gens ont pris le train direct et malgré qu'on ait perdu les 4 matchs ensuite, les gens sont toujours restés à fond et puis après, à partir des phases éliminatoires. En fait c'est ça, c'est que où on est le plus fier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit et qui nous disent on connaissait pas la discipline, on a commencé à regarder et on pouvait plus arrêter de regarder, c'est trop bien, ça enchaîne, ça va vite, on a adoré, tu vois. Ouais, complètement. Et ça pour encore nous tu vois, on va au 3-3 que l'été, mais pour les gens qui sont professionnels de la discipline, Franck et Jules, je pense à Franck et Jules, c'était aussi un enjeu majeur pour la Fédé ils ont mis beaucoup d'argent pour avoir une bonne équipe et ça vous avez senti que la Fédé vous baquait là-dessus depuis 2 ans ils ont créé une équipe pro, tu vois, et ils ont mis les moyens pour arriver au JO, pour se qualifier déjà au JO parce que c'était pas fait et ensuite pour performer. Et là le fait qu'on soit vu autant, ça permet aussi à la Fédé de concrétiser leur investissement et c'était un des enjeux aussi, outre la médaille, de promouvoir la discipline. Bien sûr. Et je pense que là nous sur le terrain en tout cas on a rien à se reprocher. Bien sûr. Après maintenant faut surfer sur ça quoi. Alex allait dire quelque chose. Ouais, c'est parce que c'est vrai que t'as raison Lucas, il a parlé du scénario. C'est vrai que le play-in en quart de finale, le scénario du match contre les Serbes, il est quand même assez incroyable. Ensuite
Là, je trouve que là, je pense que vous avez séduit une base de public plus large qui connaissait pas, comme tu l'as dit, Timothée connaissait pas vraiment bien la discipline. Et après, sur la demi-finale, nous on l'a vu et tout, il y avait pas mal de gens, comme c'était un jour sans basket 5-5, en plus les basketteurs, entre guillemets, ils avaient rien à se mettre sous la dent. Et là, tu as une demi-finale face aux Lettons où vous n'êtes pas favoris à la base, que les Lettons, je crois, sont invaincus avant de vous jouer. 7-0. En poule, ils sont et là, c'est pas un scénario, c'est que vous les tabassez. Et là, au niveau du basket, on était tous devant, on a tous vu en fait qu'on était là, genre. Enfin, c'était incroyable parce que vous les avez tabassés. 14, c'est ça, ils ont 14, 21-14, c'est le branlé au basket 3-3, faut le dire. Avec, pendant que tu peux répondre avec cette image quand même, parce que on appelle ça un pétage de câble. Ça s'est passé comment Là, c'est le kiff. En vrai, je finis sur le lancer franc. C'est énorme. Je le vois rentrer et juste. Tu vois, je suis très peu sous l'émotion de manière générale, mais là, j'ai eu un petit coup. Je me dis, on est en finale quand même. Et là, j'ai levé les bras. Francky m'a attrapé. Et c'est beau. J'ai kiffé, je me suis dit putain, on est en finale, c'est incroyable. Et t'as vu une caméra arriver sur toi? Non, bah regarde, là j'ai les yeux fermés. C'est pas ce qu'il fait du tout. Non, mais là tu fais juste ton kiff, c'est bien. Bien sûr, mais 3 secondes après, c'est à ce moment-là qu'il y a une caméra qui arrive et où j'ai cru que t'allais nous faire un AVC. Ah, mais en fait, c'est tellement. C'est le 3-3 en termes d'émotion, ça décuple mais c'est. Je vibre tellement, je veux pas cracher sur le 5-5 parce qu'on vient tous de là. Intéressant. Mais le 3-3 ça décuple tellement les émotions, tu vis tellement les matchs beaucoup plus intensément, ça va tellement vite, t'as pas le temps de réfléchir pendant le match. Tu sais, pendant le 5-5, parfois tu vas passer 10 minutes sur le banc et te dire on prend une branlée ou on remet une branlée, tu vois. Et là t'as pas le temps, tu cours et t'es heureux quoi. Moi j'ai l'impression que le 3-3 c'est un peu, tout le monde comme tu dis essaie de monter dans le bateau, t'as l'impression que c'est un peu cousin éloigné du 5-5 mais sous Red Bull quoi, c'est vraiment un côté très 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 dense. Et justement vous mentionnez un truc par rapport aux gens qui montent dans le bateau, il y en a plein qui ont découvert la discipline, mais il y en a plein qui ont aussi, j'ai l'impression, découvert ce qui va devenir en fait l'histoire d'une bande de potes. Et moi je voulais aussi te demander, Timothée, et à toi Lucas, comment c'était, parce que en France aussi, on aime bien rentrer dans un groupe et pas juste une individualité et voir. Et ce qui transpirait de l'écran, c'est qu'en fait, vous connaissez pas depuis une semaine. En fait, comment c'était entre vous quatre au niveau de l'alchimie, parce que ça aide à arriver à un tel niveau. Bah déjà au 3-3, ce qui est bien, c'est qu'au final, t'es que 4. Alors que dans une équipe de 5-5, tu vois, sur la prépa, tu vas être 15, 12, 15. Ça veut dire qu'on est tout le temps ensemble. Déjà, tu vois, dans les chambres au village, t'avais 2 chambres avec un petit salon, on était dans le même appartement tout le temps, on allait manger ensemble, on faisait tout ensemble tout le temps. Et puis il faut savoir aussi qu'on se connaît depuis... nous depuis l'INSEP, donc moi ça fait... je suis sorti de l'INSEP à 18 ans, j'en ai 28, donc ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Tim, même si à l'INSEP on n'était pas les meilleurs potes parce qu'on a 2 ans d'écart. Mais Jules et Tim, je les connais depuis que j'ai 18 ans, et Franck, il est originaire il habite à 30 minutes de chez moi. Donc pareil, on se connaît quand même depuis un moment. T'es de quel coin? Du sud-ouest, j'habite sur Dax. Et salut à Dax, évidemment, c'est des gens de Dax. Et non, mais Franck du coup est à 30-45 minutes, et on a fait le centre de formation de Pau ensemble. Donc voilà, moi je les connais depuis longtemps, et les 3, Jules, Franck et Tim, ont fait les U23 ensemble. Donc ça fait quoi? Même Jules, j'ai fait les U15 avec lui. On a la même génération, on a fait toutes les équipes de France jeunes, tu vois, en 5-5. Et on a fait, avec Franck et Jules, on avait gagné la Nations League U23 ensemble déjà avec cette équipe. Donc c'est vrai qu'on a les automatismes en fait, et on avait fait des tournois l'été, et on se connaît par cœur. Non mais ça se voit, hein. Ça se voit que vous connaissez bien. Ça se voit. On est un peu tous dans le même délire, dans les mêmes, tu vois, on vit les 3-3 de la même façon. On est tous amoureux de la discipline, donc comme a dit Lucas, tu vois, sur 10 jours de compétition, tu vas ressentir des trucs. Peut-être en 5-5, tu vas le ressentir 2-3 fois dans l'année, sur un énorme match, un scénario de fou. En 3-3, c'est à chaque match quasiment. C'est ça, c'est chaque match. En fait, n'importe quel match dans n'importe équipe, quand tu gagnes, t'es l'homme le plus heureux sur Terre. Et quand tu perds, c'est horrible, tu t'en veux, parce qu'en fait, tu peux pas te cacher au 3-3, donc tu te sens responsable quoi qu'il arrive. C'est hyper tragique comme discipline. C'est dur. On le voit d'ailleurs, et je me suis fait, avant que vous arriviez, on va en reparler, le replay notamment de ton shoot contre la Serbie. L'arbitre, qui est donc censé être impartial, quand tu rentres ton tir, il fait ça. Et je sais pas si tu as vu cette image, je l'ai revue de l'arbitre. En fait, les émotions sont tellement boostées, et je voulais reparler de ce parcours parce que Giovanni évidemment et tous les gars de l'équipe Trash Talk vous suivez depuis longtemps et vous les voir.
vous revenez quand même. Enfin, je veux dire, entre le TQO, entre le play-in et tout, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce parcours? Parce que, en fait, pour en arriver jusque-là, mais ça a été une traversée de malade. Vas-y, je parle. Moi, le TQO, je l'ai pas fait. Ouais. Donc, parce que du coup, donc nous, on n'est pas qualifiés en garçon. Il y a que les filles qui sont qualifiées parce que elles sont meilleures que nous au ranking mondial. Elles sont top 3, donc elles sont qualifiées direct. Et c'est vrai qu'on est le seul sport collectif à pas être qualifié au final de partout. Et donc on doit se mettre donc on a 2 chances, on a 2 TQO. Une première chance qui est début mai, donc là les joueurs de 5-5 ils sont pas concernés. Si, il y avait Lao Konaté qui était à Boulogne qui était sur descendre et Hugo Sueur qui sont allés, on perd en demi contre les Lituaniens, c'est ça. Et donc déjà là t'as la pression la semaine d'après d'aller à Debrecen et il y a 16 équipes, il y a 3 places et tout le monde, c'est la dernière chance pour tout le monde quoi. Et moi entre guillemets j'ai la chance, c'est que la chance. À l'époque c'était triste, c'est que j'étais sûr de descendre avant la dernière journée. Et du coup mon club me libère pour le dernier match, donc je fais pas le dernier match et je vais au TQO. Il y a Franck aussi qui était blessé, qui revient juste pour ça. Et Raph Wilson pareil qui arrive sur le moment, donc on se prépare pendant une semaine avant de partir. Et dernière chance, et là c'était vraiment grosse pression. Par contre c'était autant les JO c'était du kiff, là-bas c'était t'as pas kiffé là? C'était boule au ventre, boule au ventre et grosse pression. Et puis et pareil, on perd en poule un match, tu vois, on se met en pression direct sur le 8ème, qu'on gagne assez facilement. C'était un peu le même scénario que tu vois contre la Chine où pour passer dans les phases finales il faut gagner. On gagne assez facilement et la quart de finale Allemagne, prolongation. Sympa. Et petit shoot avec la planche de Jules. Donc, qui fait plaisir. C'est un shoot un peu Ave Maria, hein, ce shoot là, incroyable. Et celui-là au niveau sensation, c'était vraiment soulagement incroyable. Parce que celui-là, si tu étais éliminé en quart des TQO, bah là c'est vraiment t'as rien du tout quoi. Cet été tu regardes à la maison. Donc ça se joue à 3 fois rien en fait. Merci la planche, hein, j'ai envie de dire. Tu vois, on perd la finale sur un shoot fou. Mais on se qualifie au team en finale du TQO, mais 2 tirs fous aussi, surtout sûr. Le dernier. Et voilà, en fait on perd la finale des JO sur un shoot fou, mais on se qualifie au TQO sur 2 shoots fous aussi, tu vois. T'as une part de chance donc quand même dans le 3-3 réussite ça peut basculer un peu. Ça t'aide à relativiser parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette finale face aux Hollandais. Déjà post-Scrimptum, on a été combien à ne pas capter les règles? Je veux dire honnêtement, vas-y Alex. C'est clair qu'on était devant et moi j'étais parti sur il faut 2 points d'écart. Genre tennis de table, tu vois. Du coup, c'est vous qui attaquez les premiers, vous marquez, je sais plus qui marque. En fait, c'est eux qui ont la balle en premier. Ça marche c'est eux qui ont la balle en premier. En fait, c'est le début du match, tu fais un toss, c'est l'équipe qui a la balle. S'il y a prolongation, c'est l'autre équipe qui commence. Donc c'est les Hollandais, mais vous avez défendu, ils n'ont pas marqué sur leur première possession. Après, vous avez marqué 1 point. Team marque 1 point. Team, tu marques 1 point, on est d'accord? Sur un drive quoi. Tu lèves main droite à gauche. Et après il y a ce shoot de fou furieux, mais en fait on n'a pas tout de suite compris que c'était fini quoi, l'enfer. Si c'est la première équipe en 2 points et déjà le premier tir qu'il prend, parce qu'il prend un tir à 2 points la première possession. Moi je suis au rebond et je me dis ouf, il est droit, et le deuxième je suis sous le panier et je sens que ça pue quand même. Mais ça fait partie en tout cas des règles. Quand je disais relativiser, c'est que là t'en parles comme bon évidemment c'est dommage, mais parce que vous en avez mis par le passé, du coup ça relativise un peu celui que vous avez pris, ou c'est comment? Maintenant peut-être un peu plus tard, oui. Après sur le moment c'est les boules. Je m'en fiche un peu de ce qui s'est passé un mois. On parlait du tragique. Là les prolongations 3-3 c'est le summum de la dramaturgie parce que toute la compétition je leur ai dit venez on évite de faire une prolongation parce que tu sais que tu vas. C'est la pièce. En fait voilà il y a des tirs n'importe comment qui vont dans tous les sens et malheureusement ou heureusement 3-3 un tir sur 2 comme ça rentre. Bien sûr. Faut que ça tourne de ton côté quoi. Donc, mais moi depuis le début je leur ai dit les prolongations on évite sur ce tournoi et on l'a eu en finale du coup. Alors t'as des gros shoots mais parfois c'est pas en prolongation. Je suis obligé de redemander un petit peu à revivre en direct un peu ce moment parce que nous on savait comment ça se passait, notamment le début ça a bien démarré puis après il y a eu quelques défaites consécutives et puis on voit ce match out of nowhere un peu de la Serbie, on se dit bon pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous faire revivre un peu Timothée cette situation parce que les commentaires sont devenus absolument mythiques, on se dit on n'est pas tout à fait au bord des prolongations mais je crois qu'aux commentaires sur Eurosport et France TV c'est en mode du calme, on joue pas le 2 et tout et tu nous envoies une bombe côté droit là. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là? Tu t'es dit il faut y aller, c'était comment dans ta tête? En fait de base il reste 14 secondes quand il marque, les Serbes demandent la vidéo pour le chrono et au final il reste 16. Et je me dis 16, même si tu tires au bout des 12 secondes, tu vois, il te reste quand même 4 secondes. Et je me dis au final, si j'ai une bonne situation, je vais prendre. On fait un pic avec Jules, dans les moments importants, on aime bien faire ça. Et
je vois qu'il passe une fois dessous, je crosse une deuxième fois dessous. Ça commence à me titiller un peu. Me laissez pas ouvert. Et non, en vrai, je le sens bien, je le prends et puis moi je trouve que c'est un bon tir, même s'il faut qu'un point. Je suis ouvert, je suis tout seul. Au lieu d'attendre et me retrouver dans une situation un peu plus bourbier, tu vois, je balance. Et après, je le mets et là, je pense que c'est un des moments le plus forts des jeux. Même toi, dans ta carrière, c'est top 1 de ce que t'as vécu ou t'as déjà vécu des moments encore plus ouf? Avec le TQO, je sais pas, entre la qualif et celui-là, celui-là c'est vraiment du kiff absolu, du plaisir, vraiment. Là, celui-là, là, à ce moment-là, je sais pas ce que je fais. Là, là t'es hors sol. Ouais, il y a Rémi Turiev devant nous, là, tu vois, qui est comme un ouf aussi. C'est vrai qu'il y avait Ronnie qui était là pour vous prendre dans les bras. C'est ça. Et non, entre celui de la Mongolie et celui-là, je pense que ça sera les deux plus gros et ça va rester longtemps ça. C'est kiff. Ouais, c'est Mongolie, je te dis, c'était plus soulagement de se qualifier parce qu'il y avait une énorme pression. Là, c'est que du kiff, quoi. Là aussi, je me permets, puisque ce qui est cool avec votre présence tous les deux, c'est que vous avez été bien clutch. Toi, pareil, t'en parlais tout à l'heure, mais là, sur ce lancer, t'as déjà eu des situations comme ça où qui sont égalables en termes de. Parce que tu mets quand même un lancer pour aller en finale des JO. Ouais, après, j'avoue que sur ce lancer, j'avais un peu de pression, mais pas tant que ça, parce qu'on gagne 20-14, il reste 40 secondes, je crois. Ouais, si tu rates, vous êtes encore bien. En fait, si je rate les deux, alors déjà, j'ai 2 lancers, j'ai 2 chances. Oui. Si je loupe les deux, là, je me dis, je passe pour un con un peu quand même. Et après, ça peut arriver, c'est le sport, mais 40 secondes, 6 points d'avance. Si on n'est pas trop nul, on devrait gagner normalement. Mais je leur ai dit, au moment où j'arrive sur lancer, les 3 GR, je dis les gars, il reste 40 secondes, on fait pas de faute. D'ailleurs, on prend pas de 2 points. Oui, parce que souvent vous laissiez d'ailleurs l'adversaire aller marquer pour c'est ce qu'on fait contre la Serbie, justement. On lui a dit ta gueule, Marc, ton peu. Et je leur ai dit, les gars, et après je me dis, bon écoute, vas-y, de toute façon, sur toute la compète, je me sentais plutôt bien lancé. Et je me dis, allez, tu fais comme d'hab. Et le moment où il rentre, voilà. T'avances même vers ton lancer, j'avance, je le vois droit et je me dis c'est bon, c'est parti. Pour moi, si on t'arrêtait pas, tu traversais le panier, t'allais dans le public, je remontais les Champs-Élysées après. Exactement. Pour revenir un peu en mode comme ça. Allez, salut Lucas, à la prochaine. Pour revenir un peu sur les Jeux Olympiques au global, je vous avais demandé de réfléchir notamment à une réponse parce que hier on avait des archers, un archer et une archère qui étaient là. Moment le plus fou de vos Jeux Olympiques? Donc ça comprend parquet, mais aussi hors parquet, c'est-à-dire dans le village et tout. Est-ce qu'il y a un moment qui vous revient en tête et vous vous dites ce moment-là, je l'oublierai jamais, mais vraiment jamais, jamais. Pur moment de kiff qui vous revient en tête. Moi, je pense, je vais dire la cérémonie d'ouverture, le concert de Céline Dion. Pareil. Vous étiez où? On était juste en bas de Céline Dion, gros. En face, genre sur alors, le. Juste la phrase, c'était juste en bas de Céline. Au pied de la Tour Eiffel. Ouais, on était au pied de la Tour Eiffel et on voyait, elle était avec sa robe blanche, là on voyait un tout petit point blanc. Parce que c'était super, haut. c'est super haut quand même. Ouais. Et ce qui est marrant, parce que genre pendant toute la cérémonie, j'ai essayé de leur faire un petit déroulé, genre j'ai essayé de tout anticiper. Et en vrai, pas mal de choses qui sont passées, je l'avais anticipé, je sais pas comment. Et le moment où Céline se met à chanter, franchement, c'était ouf. T'avais du métal sur la conciergerie aussi, tu l'avais prévu ça? Complètement. Non, mais en vrai, non, c'était. Non, l'émotion. Ouais, c'était fou. Il pleuvait, Zizou, pas mal aussi. Quand il porte la flamme là devant nous, sympa. Vous étiez à ce moment-là, vous étiez sur les côtés? On était à 5 mètres de Zizou. Incroyable ça. Avec la transmission à Rafa. Ouais, c'est ça. Après, ils vont vers la Tour Eiffel et nous on se rapproche aussi. Nous on se rapproche petit à petit, on suivait. Et là, après, il y a un peu de musique avec tous les jeux de lumière. Ouais. C'est fou. Et ils partent sur le bateau, la flamme, pour allumer la vasque. Et pendant tout ce temps-là, je leur dis, vous allez voir, ils vont allumer la vasque. Parce qu'en fait, le gars qui gère la cérémonie, tu sais. Ah ouais, non, mais vraiment, j'étais sûr de moi. C'était fou. Parce qu'en fait, le gros ballon là, où ils font la vasque, on l'avait vu quelques jours avant la cérémonie. Et on nous avait dit, vous verrez, c'est une surprise. Et on nous avait rien dit. Mais au début c'est bizarre, tu sais pas ce que c'est. On s'est dit est-ce qu'ils vont péter le truc, il y a un truc qui va péter, on savait pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Et d'un coup, quand ils sont partis avec la femme avec le bateau, je leur ai dit je suis sûr ils vont allumer la vasque là-bas. Et après je voulais voir, il y a Céline Dion qui va chanter et ça, et tout est arrivé, c'était incroyable ce moment, franchement. Toi c'était pareil, ouais. Ouais, non, la cérémonie, même toute la cérémonie en soi. Mais puis là tu sais, on était trempés, on avait des costumes Berluti qui étaient stylés, mais après on a fini tous avec un pancho à 2 €, tu vois. En plastique. Et de retour au 3-3. C'est ça. Et après dans la cérémonie, le concert en fait, avec les effets de lumière sur la Tour Eiffel, en fait on était tous les 4 alignés comme ça et on regardait. Ouais. Et on était, tu vois, on parlait pas, on regardait ça et la musique, tu vois, je sais que la musique de celle qu'elle a chantée,
chaque fois je vais l'entendre maintenant, je vais. Ouais, larmes aux yeux, tu vois, c'était émouvant. Fou. C'est là que vous avez réalisé vraiment. Il y a un moment où vous avez vraiment réalisé que vous étiez aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ou c'est ce moment-là là, où tu te dis OMG, je suis sous la Tour Eiffel, il y a les anneaux, il y a Céline. Il y a le moment où on rentre au village, quand même, qui est quand même pas mal, qui est assez symbolique. Tu rentres au village, tu récupères ta chambre et c'est con, mais dans la chambre, sur ta porte, il y a ton nom. T'as une petite pancarte avec ta photo sur ton lit, t'as des petits cadeaux un peu partout qui t'attendent. Et là tu dis, on y est quoi. Ouais, tu vois, après tu vas direct manger dans le grand self. Tu sais, c'est vraiment ce moment, la matinée, après-midi, là qu'on passe dans le village, où après on passe notre journée à juste visiter, à aller, chaque bâtiment, on est rentré dedans pour voir ce qu'il y avait dedans, quoi. Ouais, bien sûr, t'es comme un gamin. Et ce moment-là, tu réalises que t'es au JO, quoi. Très rapide question que la société se demande, vous mangez bien, ça va à la cantine, c'était ok? Franchement, ça va. Il y a eu beaucoup de gens qui sont pleins, etc. Alors, a priori, sur les autres JO, en fait, il y avait plus de variété. Mais de là à dire qu'on mangeait mal, c'est difficile, je trouve, franchement. Alors, autre petite question, Alex, évidemment, si tu réfléchis à une question, je te laisserai la poser juste après, ou vas-y. Non, parce que j'en avais une, mais plus tactico-technique, donc ça dépend. Très bien. Moi, j'en ai une dernière parce que je voulais poser, une dernière dans ce secteur-là, je voulais poser juste avant. Vous êtes dans le village. Il y a plein d'athlètes partout. Vous voyez des gens de la délégation. Vous venez de parler de Zizou, de Céline, de machin. Est-ce que vous avez eu un moment, comme j'ai posé la question notamment à Baptiste Hadis et à Caroline Lopez, un moment starstruck, c'est-à-dire vous croisez tel athlète, qu'il soit français ou non, et vous dites genre, pince-moi un peu, c'est un rêve de gosse. T'en as eu un, Timothée, t'en as eu un, Lucas, ou pas forcément? Moi j'ai une petite anecdote, c'est tu vois, dans le village on échange les pins avec les autres pays. Ok. Et une fois on va au petit-déj et on revient, et là t'as Iga Swiatek qui vient nous voir et qui nous demande d'échanger un pins, tu vois. Je l'ai pas, excuse-moi, Iga Swiatek. Donc là, c'est tennis. Okay, numéro 1 mondial tennis. Bien, allez-y. Elle casse des bouches au tennis. Ouais, bien sûr. C'est une bonne petite joueuse. Et merci Bastien pour cette intervention sur le tennis. Iga Swiatek qui veut t'échanger ton pins. Ouais, tu vois, elle vient nous voir. Vous avez un pins, les gars, machin. Donc tu vois, c'est. Non, les autres sports, en vrai, on les croisait tout le temps. Les rugbymen qui viennent de gagner. Le lendemain, on était dans le bus avec eux. On allait. Ils étaient bien, ils étaient heureux d'avoir gagné. Tu m'étonnes. Bienvenue dans le bus de la victoire française. Bon, toi, venant de Dax, les rugbyman, tu dois avoir l'habitude de l'ambiance. Ouais, non, bien sûr. Après, les rugbyman, ils savent faire la fête, hein, c'est pas nouveau ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'était moins un peu starstruck un peu. Ouais. Moi, j'ai moins. Enfin, j'avoue que ça fait toujours plaisir de voir des gens, mais j'ai pas le truc où je me dis waouh, j'ai vu cette personne, tu vois. Mais quand j'en voyais un, je me dis, Biles, tu vois, Simone Biles, sympa on l'a perçu, tu vois, sympa. Ouais. Mais je suis pas le genre de personne qui va sauter sur la personne ou quoi. Non, bien sûr. Content de l'avoir vu, mais voilà. Non. Mais Biles, en vrai, en termes JO, c'est quand même une légende. Donc, après, les grosses rostas, elles sont, ils sont pas trop au village. Et les Brown. Non, ça c'est sûr. Même Joko, tu vois, était pas au village, il a dit qu'il avait pris un truc à côté. Après, franchement, c'est compliqué. Tu vois, Biles, a priori, on lui demande des photos ou des trucs à signer toutes les 30 secondes et elle refuse à tout le monde, tu vois, parce que sinon, elle passe sa journée. Pour sa concentration et tout, c'est pas possible. Forcément. Je comprends. Donc, tu vois, les vraies grosses célébrités, souvent, ils sont pas au village. C'est plus entre Français, tu vois, les frères Lebrun, comme je disais tout à l'heure, ils sont venus nous voir jouer, ils jouaient un peu sur notre terrain des fois. Florent Manodou mettait des énormes dunks. Hyper athlétique. Il a fait du handball, il fait quelle taille? Il est grand. Ouais, il doit faire 90-15, je pense. 15 facile, je pense. Non, franchement. Mais ouais, tu vois, on s'entraînait pendant la soirée, ils étaient tous devant notre entraînement à nous regarder, tu vois. Bien sûr. Et tu te dis, mais nous, les filles du hand, qu'est-ce qu'ils font devant nous, quoi? Allez vous entraîner. Mais c'est cool, tu vois. Alex, tu voulais poser une question un peu plus sur le terrain? Oui, parce que vous êtes tous les deux des joueurs de 5-5 et vous venez de faire une médaille d'argent olympique en 3-3. Et donc vous connaissez donc les deux disciplines qui sont extrêmement différentes, on le voit, les règles, mais même la façon de jouer, les profils physiques, il y a beaucoup de choses qui changent. Là, si vous êtes tous les deux et que vous avez le choix dans n'importe quel joueur de basket de la planète et que vous devez constituer votre équipe de 3-3, vous rajoutez qui? Vous avez droit à 2 joueurs. On prend tous les deux? Vous êtes tous les deux. Voilà, et du coup vous devez rajouter 2 joueurs. Il faut prendre un défenseur. Vous prenez qui? Et ça c'est cadeau. Mais on parlait de France-Canada, tu vois, on regardait la France-Canada et on se disait que le sort serait sympa. En fait, Mathias n'importe où, mais même Gershon, tu vois, physiquement, c'est tellement des monstres qui sont capables de tirer l'énergie qu'ils amènent. Gershon, c'est vrai qu'il peut shooter et mettre son physique. Gershon, il pourrait être très très bon. Après, forcément, après tu prends un KD, le mec il marquera tous les coups, quoi, tu vois. Il marquera tous les coups. Mais je suis assez d'accord, je pense que KD en 3-3 il se débrouille. Après, tu vois, de manière générale, t'as un truc où plus t'es polyvalent, tu vois, un mec, des Kawhi, Paul George, LeBron, des mecs comme ça. C'est des profils déliés, 2 mètres et quelques, athlétiques. Tu mets les 4 ensemble, t'as personne qui va les poster, t'as personne qui veut, ils savent tout faire.
Après, ça, c'est des mecs. Donc c'est ça le joueur entre guillemets idéal 2-3-3. Ouais, après, il après du soulier LeBron James, je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup en plus-value après. Non, parce que c'est vrai en 3-3 finalement. Ah, mais genre, je peux pas les arrêter. Non, t'es plus grand que Jules, toi? Un petit, un centimètre, je crois, un centimètre, pas beaucoup. Mais après, en gros, il n'y a pas de 2m15 vraiment comme il y a les Polonais. Il y a le Polonais là qui est vraiment du 5-5 en 3-3, c'est. Faut être mobile. Ouais, c'est compliqué. Parce que le Polonais, tu vois, il a en attaque, il peut être utile, mais en défense, nous en tout cas, le plan de jeu c'était on l'attaque. Bah oui, forcément. Il est mort et je pense. Forcément, et puis en plus, il y a beaucoup de 1 contre 1 en 3-3, donc tu peux vraiment l'isoler à chaque fois. Donc KD et LeBron ou KD et Kawhi quoi. Ouais, c'est pas des gars comme ça quoi. Bah ouais, moi j'aime. Après, tu peux faire des équipes où nous tu vois, on avait entre guillemets team en petit et Franck, moi, on va dire qui sont capables de faire un peu les deux et Jules en grand, tu vois. Mais donc tu peux avoir des 1-2-1, on va dire en compo d'équipe. Je comprends. T'as des équipes qui font 4 mecs de 2 mètres et c'est parti. 4 mecs polyvalents tu vois, qui font tout ça pareil. Ça dépend un peu après, mais moi j'aime bien le format un petit, 2 moyens et un grand. J'aime bien ce format-là. Ça peut aller loin, vous l'avez montré. Ok, d'accord. Non mais c'est intéressant parce que. Très honnêtement, t'as tous les gros joueurs NBA, tu les mets là. N'importe quel joueur NBA serait bon, franchement. C'est sûr que n'importe quel mec qui est capable de faire le Team USA pour venir aux Jeux Olympiques, je pense qu'effectivement sur un terrain de 3-3 il aura son mot à dire, mais c'est plus pour avoir une discussion de tu vois quel genre de profil vous auriez choisi quoi. C'est les 2-3-4 un peu. Ok, les 3-4 polyvalents qui savent défendre et shooter quoi. C'est marrant parce que évidemment sur le 5-5 on est habitué à voir notamment le côté provoquer les ricains et souvent on n'aime pas qu'on leur tape sur les doigts parce que après ils reviennent avec les Avengers. Sur le 3-3, c'est difficile de dire là maintenant, vous projetez Los Angeles 28, on va voir ce qui se passe, tout ce qui se passe, etc. Mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact comme ça là-dessus, le côté ou est-ce que c'est trop une discipline un peu européenne et donc du coup sur les US ils vont se dire non tranquille, vous le voyez comment par rapport à cette confrontation Moi je pense que je suis pas sûr qu'il y ait des joueurs NBA à Los Angeles honnêtement parce que les USA là ils ont investi quand même pas mal sur leur équipe, là ils ont pas eu de chance en vrai, Fredette se blesse premier match ou deuxième match, finir à 3 t'es mort. Mais cette équipe là depuis le début de la saison elle a gagné 2-3 World Tour je crois, 2-3 tournois tu vois, donc franchement ils sont pas dégueux normalement, ils sont même bons, mais ils ont pas eu de chance. Et puis après franchement le 3-3 la forme du moment dépend de ouf quoi. Genre les Pays-Bas, pas pour leur cracher dessus, mais de manière générale c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe, mais c'est pas non plus l'équipe qu'on craint le plus de manière générale tu vois. Et là ils font un tournoi exceptionnel et ils gagnent et ils méritent, il y a pas de problème, mais avoir un peu d'expérience dans le 3-3 ça aide quand même tu vois, et je suis pas sûr qu'il y ait 4 mecs NBA qui viennent, c'est possible ce serait cool franchement, mais ouais après tu sais c'est dans le basket aux États-Unis quand ils gagnent pas en général ils sont un peu ils s'énervent, il y a un peu ce côté ils sont un peu taquins. J'ai vu Mike James il avait tweeté Mike James il arrête pas de parler depuis 3 semaines. Après Los Angeles, je pense qu'ils voudront, je sais pas. Après, à la maison, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un ou deux en vrai qui 4 ans à voir comment ça évolue, tu vois. Qui aille pour. Peut-être pas des stars, mais des bons joueurs peut-être. Je vois. C'est plutôt le genre de se dire on est à la maison, déjà que nous on a dit bon allez plonger dans la scène, on va la faire à notre manière, tu vois, ils sont peut-être capables de dire aussi. Après, tu vois, pour faire les JO, il y a un truc, c'est qu'il faut avoir fait au moins un tournoi international pour participer aux JO. Un tournoi international 3-3, sinon t'as pas. Enfin, donc tu vois, tu peux pas arriver et te dire tac, je fais les JO. Merci. C'est intéressant de savoir. Et pour la Coupe du Monde, les Coupes du Monde, c'est pareil, il faut. C'est ça, c'est Coupe du Monde. Coupe d'Europe, tu fais ce que tu veux, mais Coupe du Monde, il faut avoir sur. En gros, tu donnes une liste de 6 joueurs. Sur les 6 joueurs, il te faut 4 mecs qui sont dans le top 10 de ton pays. Donc tu peux pas ramener n'importe qui non plus, tu vois. Tu peux ramener 2 joueurs n'importe qui, mais tu en auras au minimum 2 du coup dans l'équipe des 4 qui seront dans le top 10 du pays. D'accord. En parlant de récompenses, on n'aurait pas un membre du 3-3 du tournoi ici sur le canapé ou pas? Je crois qu'on a. C'est officiel. Je crois que tu me confirmes. Je te laisse sortir la phrase parce que c'est un flex. Top 3 du tournoi. Dans l'équipe 3 du tournoi. L'équipe top 3 du tournoi quand même. Ça fait plaisir. Et tu sais quoi, je vais même mettre une Marseillaise. Excuse-moi. Et il met la main sur le magnifique. Tu fais partie des 3 types. Avec qui du coup? Avec De Jong et Poukelis, le grand lituanien. Ah oui, ok, d'accord. Après, ça veut pas. C'est un peu particulier ça aussi parce que. Au 3-3, c'est jugé sur le point de value, c'est ça? Player value. Et en gros, ça prend plein de trucs en compte et c'est pas que les points, tout ça. Mais genre, si tu prends les 2 laitons, là, les 2 petits, Lasmanis et Miesis, ils sont au truc, ils sont loin devant moi, tu vois. Donc c'est parce qu'on on finit 2ème que j'y suis. D'accord. Et tu vois, mettre De Jong, je pense qu'il me fout 30 ou 40 points de value là-dessus, tu vois. Oui, mais après, les laitons, on était tous un peu, tu vois. Nous, en fait, c'est ça qui était cool, notre équipe, c'est que n'importe quel match, c'était un mec, tu vois, il allait foutre 10 points, après c'était moi, après c'était Franck, après c'était Jules. Vous avez vraiment joué à 4. Ils avaient vraiment joué à 4. De Jong,
dans son équipe, il shoot tout, il fait tout. Ça marche. Les éponges, il joue à 2 beaucoup, tu vois. C'est le côté imprévisible qui vous a aussi aidé, c'est que tu sais pas si tu vas te faire bouncer à l'intérieur par Jules ou par toi ou par toi à l'extérieur. Nous, tu vois, on avait vraiment un plan de jeu, on se disait De Jong, faut l'éteindre. Et alors, je pense que nous, quand tu nous scoutes, lui, il est capable de faire ça, lui, ça. C'est un peu plus compliqué. Par rapport au 3-3, j'ai encore deux petites questions, après on va vous libérer messieurs. Sur le 3-3, vous parliez d'émotion, de dramaturgie, etc. Mais il y en a plein qui essaient de monter à bord. Et avant de parler de médiatisation, est-ce qu'il y a des choses en tant que joueur du 3-3 que les gens ne savent pas forcément et dont il faut parler? Moi par exemple, j'ai découvert là ces dernières années, il y a un aspect physique mais limite brutal. Moi j'ai l'impression que tu fais toi-même les yeux en l'air parce que j'ai l'impression que sur chaque action tu peux te blesser. Oui. C'est quoi un peu les choses à savoir, un peu les coulisses du 3-3 que les gens doivent savoir selon vous dans le jeu à proprement parler? Quand tu passes du 5-5 au 3-3, au début c'est très dur. Parce que en fait t'es beaucoup dans le changement d'appui. Tu fais pas de course longue. Oui, tu fais pas tout droit. Les quadris meurflent un peu, tu vois. Le sol il est différent aussi. Physiquement. Au 5-5, tu joues sur un parquet. Et nous, là, c'est un espèce de puzzle en plastique un peu. Ouais, on a vu. Ça glisse pas, mais c'est des appuis complètement différents, franchement. Au début, c'est ce qu'on disait hier, je crois, on en parlait. Nous, quand on arrive l'été pour faire du 3-3, on se fait déglinguer par tout le monde parce que, en termes de rythme, d'appui, par les mecs du 3-3, tu vois, on est incapable de jouer. Et c'est au bout d'un mois, tu vois, quand tu as pris l'habitude de jouer sur ces terrains, le ballon, etc., là tu arrives à jouer, mais au début c'est hyper galère pour nous. Donc c'est une vraie différence, le côté muscle utilisé, ballon joué, parquet appui. Bien sûr, le rythme, pareil, tu vois, c'est des positions de 12 secondes, donc c'est... ça c'est... Le ballon en vrai ça va. Le ballon ça va maintenant, ouais. De 5-5 à 3-3 ça va je trouve. C'est plus le retour, parce que le ballon est quand même plus gros. C'est un taille 6 hein. En fait c'est un taille 6 avec le poids d'un taille 7. Ah, avec le c'est un point ballon universel où les garçons fait comme ça, ils font tout le jeu quand même. Parce qu'au tout début, il y avait des compétitions mixtes. Ils faisaient 2 garçons, 2 filles. Donc du coup il n'y a qu'un seul ballon quoi. Qu'un seul taille poids de ballon. C'est ça, d'accord. J'avais une question d'un copain juste du chat, je me permets. Comment ça se passe pour le coaching dans le 3-3? C'est Symbiose qui pose la question parce que vous êtes entre vous, vous faites vos propres remplacements, ça se passe comment pour le coaching? C'est lequel qui réfléchit à tout ça? Ou alors c'est tout le monde? C'est qui le cerveau de la troupe? Il est pas fatigué. En fait, il y en a un sur le banc et genre on a le droit, il y a 2 temps morts télé, ils appellent ça, et pendant les temps morts télé, celui qui sort du banc parle en général parce que les autres sont les mains sur les genoux morts. Tu m'étonnes. Et tu vois, j'ai un souvenir contre la Serbie où Francky, moi j'étais sur le banc et Francky voulait dire un truc et il me dit juste un mot et il me dit dis-leur comme ça, et parce qu'il pouvait plus parler, tu vois. Du coup j'ai pris la parole. Après franchement on prend tous la parole au moment où tu vois, surtout dans notre équipe on n'avait pas de problème là-dessus, on s'écoutait tous parler. Ça c'est quand même quelque chose de très spécifique. Vous êtes obligé de vous coacher. Alors je sais que c'est quand même moins tactique du coup. Il n'y a pas des systèmes qui sont mis en place et tout, mais quand même quoi. Il y a quelques petits systèmes, on les voit. Pour les checks, tu vois, on a des petits trucs, mais après après le coach il nous fait avant le match, on a un plan de jeu, on part pas au match en claquant des doigts. Plus en défense, j'ai l'impression en défense où il y a vraiment des ciblages. Un peu plus en défense, on va se concentrer vraiment sur ce que eux font. Comme après en attaque sur De Jong, tu disais tout à l'heure. C'est ça, tu vois. Après on a en attaque, on sait sur quoi on veut jouer parce qu'on a quand même des principes de jeu. Que ce soit on appelle ça la contre-attaque, la transition, on sait sur quoi on va appuyer un peu. Mais après non, il y a une règle aussi, c'est que si on communique avec notre coach, la première fois on prend un avertissement et la deuxième fois c'est une faute technique. Ah, c'est interdit carrément. Il y a un match, tu vois, moi j'ai voulu regarder un peu parce que parfois t'as envie de prendre des infos. J'ai regardé, on a pris un avertissement en coaching. Juste pour un look parce qu'ils ont pas envie que ce soit genre. Dès que tu commences à demander un peu. C'est ça, tu vois. C'est pas en mode qui veut gagner des millions quoi. Tu tousses dans le public. T'as des pays où les coachs se mettent vraiment au bord du terrain. Et le Lituanie par exemple, ils ont un coach qui est complètement taré. Il est au bord du terrain et il crie tout le match et il donne des consignes un peu. Après c'est compliqué, tu vois. Mais tu vois, le match contre la Serbie, le premier match en poule, il pleut là et il y a les coachs, tous les coachs serbes, je sais pas, ils sont commencés à descendre, à parler à leurs joueurs, tu sais. Alors qu'on savait qu'on allait leur prendre. Et du coup, genre, nous tous, on a regardé, on a vu les arbitres, tous les dirigeants, on leur a dit, c'est quoi ce merdier? Bah ouais, non, mais tu vois, c'est quoi ce merdier? Qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Et du coup, ils se sont fait virer et remonter, tu vois. D'accord. C'est vraiment, il n'y a pas de coaching pendant les matchs. Ok, d'accord. Moi, j'avais une dernière question, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est sur l'aspect médiatisation. Nous, on a essayé au maximum, et d'ailleurs, applaudissements encore à Giovanni qui a fait un taf de fou sur le 3-3 pour couvrir tout ça pour les garçons, évidemment, qui est là. Avec toute l'équipe de Trash Talk, on essaye au maximum d'utiliser un petit peu ces spotlights parce que là il y a eu un gros coup de projecteur quand même là sur le 3-3. Baguette magique, j'aime bien vous la donner et dire voilà, que ce soit. Le commentaire l'avant-dernier. Quelqu'un pour rappeler à Tim qu'il y a des couilles en acier, c'est ça qu'on me dit dans le chat. Tout à fait, c'est rappelé. Ça y est, c'est fait. C'est pas du tout une légende. Et de boxer au rebond, on m'a dit pour la position hollandaise, mais ça c'est un autre sujet. Médiatisation, il y a
tout ce qu'il faut dans vos mains, financièrement, tout. Est-ce qu'il faut créer des clubs? Est-ce qu'il faut faire des rendez-vous plus importants? Est-ce qu'il faut des médias qui en parlent? Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour mettre encore plus de lumière sur la discipline du 3-3 parce qu'on a envie que ce soit le cas? Vas-y. Moi je pense que dès qu'en fait les gens voient le 3-3, les gens aiment en fait. Et faudrait... Dès que c'est diffusé, les gens adorent. Dès que quelqu'un vient sur un tournoi, j'ai rarement vu quelqu'un qui m'a dit ouais non ça m'intéresse pas trop parce que t'as l'ambiance, t'as cette atmosphère un peu urbaine avec de la musique, avec tout. Ça va vite. Ça va vite. Facile à comprendre, ouais, même si la règle des prolongations est un peu. Et en fait, voilà, mais sinon ça va, on faudrait comprend. tu vois, diffuser les gros tournois sur Donc des téloches déjà. Ouais, donc des caméras, quoi, des caméras quoi. Après en fait c'est très bien produit, genre ils font sur les réseaux, ils sont très très bons. Tu sais c'est toujours diffusé sur YouTube tout le temps. Il y a la chaîne YouTube de la FIBA. En fait tous les tournois sérieux, sont diffusés gratuitement. C'est diffusé gratuitement sur en YouTube. France, les compétitions internationales un peu moins maintenant parce que tu sais c'est l'équipe qui a les droits je crois. Donc c'est plus de la diffusion que vraiment de la prod parce que les images elles sont là, elles existent. Tu vas voir sur le Instagram, tu vois, t'as des vidéos tout le temps, ils mettent du contenu sur les réseaux, ils sont bons. Tu disais sur l'équipe, excuse-moi. Ouais, en fait, toutes les compétitions internationales, c'est l'équipe, je crois, qui a les droits, et du coup, c'est diffusé sur l'équipe. Ouais. Mais c'est les matchs de l'équipe de France, tu vois, par exemple, je sais que par exemple, tu vas voir la finale, si l'équipe de France, par exemple, n'est pas en finale, le match, tu le verras pas, quoi. Okay. Donc, tu vois, moi, le premier TQO, j'ai regardé depuis chez moi, la finale Lituanie-Pays-Bas, j'ai pas pu l'avoir. Ok. Donc tu vois, moi ça je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est dommage. Mais après c'est compliqué parce que bon, tu peux pas mettre tout le tournoi non plus sur l'équipe, hein, ils ont aussi d'autres choses à faire. Évidemment. Mais je pense que ça ferait du bien. Après non, et comme il disait, les réseaux, franchement, les réseaux FIBA sont top. Ils sont bons. Après en France, faire plus de tournois, je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment des tournois maintenant. Après c'est créer un circuit, j'ai entendu d'ailleurs, je sais pas si c'est toi ou toi qui parlais de clubs, créer des clubs. Moi je parlais de clubs là. Je pense que les clubs c'est compliqué parce que c'est un peu un système tennis ou alors au Seven, tu vois, le rugby. Ouais. Les clubs, on est à cheval entre le sport individuel et le sport co, en fait, un peu avec les classements là. Il y a un peu de ça aussi. Et créer des clubs, après en fait c'est des trucs privés pour le moment. C'est que des équipes privées où il faut se trouver des sponsors, etc. pour créer des équipes. Télé, hein. Il y a combien de vrais joueurs professionnels de 3-3 en France? Je veux dire par exemple parce que vous êtes des vrais joueurs de 3-3 mais vous êtes pas des pros puisque vous êtes des pros du 5-5 en fait. Ouais, cette année il y avait il y avait les 6 de l'équipe de Paris. Ouais. Il y avait Raph Wilson qui joue avec Lausanne en Suisse. Ouais. Et c'est tout. Il y a une dizaine quoi. Ouais, une petite dizaine. Donc c'est vraiment pas beaucoup quoi. Non. Bah après tu vois ça peut être un sujet aussi, professionnaliser peut-être plus de joueurs. En fait le truc c'est que ça coûte de l'argent et il faut trouver du sponsoring. C'est pour ça que nous ce qu'on a fait là, ça a mis de la visibilité sur le truc. Ouais. Et après faut que la Fédé arrive à choper des gros sponsors qui puissent financer des équipes, tu vois. Effectivement. 2028 c'est un truc que vous imaginez, rêvez. Non Bastien, j'ai juste envie de vacances. Quand vous parle de LL, là, c'est un truc un petit peu nous on y est à fond, on a déjà parlé entre garçons, ou non c'est pas vraiment notre sujet actuellement. Je les ai pris de tôt là. Ouais, non en vrai quand tu parles de LA 2028 forcément ça fait rêver. Après nous, enfin moi en tout cas pour ma partie ça fait 10 ans en fait j'ai pas eu un été parce que je parle de sacrifice. Je sais que Karim, notre coach, il aime pas qu'on parle de sacrifice parce que c'est l'équipe de France, c'est incroyable, tu vois. Mais même les gars du 5-5, quand ils en parlent, tu sais, des Batum, tout ça, ils en parlent régulièrement. Bien sûr. En fait, on n'a pas. Moi, tu vois, là, encore cet été, j'ai fini la saison, je sais plus, genre début juin. Le week-end d'après, j'avais un tournoi de 3-3 et c'est parti, tu vois. Et tu repars jusque-là. Là, ça va, on a un peu de jours. Mais l'année dernière, j'ai eu 0 jour de vacances parce qu'en fait, j'ai fait des tournois à la Coupe d'Europe, on finit quoi le 5 septembre, tu vois. Ouais. Et en fait, entre les tournois le week-end, on allait faire la prépa avec le Nanterre. Moi, par exemple, après, j'allais faire des tournois le week-end, reprépa, et en fait, t'enchaînes pas et t'as des mois dans la saison où t'es cuit, tu vois. Donc, enchaîner comme ça 4 ans encore, faire des étés comme ça, tu sais, il y a un moment où j'ai envie de me dire, en fait, juste prends un été. Et je me fous des vacances quoi. Bien sûr. Tu vois, cet été, 27. Ouais. Non mais après tu vois c'est encore loin franchement 2028 qu'est-ce qu'on fera j'en sais rien. On sera dans la force de l'âge, on ne sera pas trop vieux. Ouais, 32 ans pour moi, toi 30. Donc ça peut faire kiffer. Après je sais que tu vois ça amène beaucoup de visibilité ce qu'on a fait, il va y avoir beaucoup de concurrence hein, forcément. Est-ce qu'on aura notre place encore d'ici là ça on verra bien mais c'est loin franchement. Moi j'avoue je me projette pas du tout là-dessus encore. Je suis là je pense à un truc, c'est mon été prochain. Là, on kiffe. Et me partir en vacances. C'est déjà très bien. Alex, t'as une dernière question ou pas forcément? Vas-y. Ouais, une petite dernière. Là vous allez aller à Bercy là, voir les gars du 5-5. Donc vous allez être accueillis comme des rois. Ça c'est bien. Pronostic? Moi j'y crois. Tu vois, personne croyait le Canada, personne n'y croyait. Ouais. Et franchement, on était au match, ils ont fait un match de fou. Ils les ont tapés. Clairement, ils leur ont tapé dessus. Ouais. Parce que les Allemands, ils ont mis
20, 15-20, 18, ils en ont pris. 15-20. Ouais, on a ressenti 40 sur le match contre les Allemands. Mais tu vois, on l'a pas vu celui-là. Non, ils sont très forts, ils ont des grands. Eux, on pourra pas les tabasser comme ça dessous, je pense. Mais bon, on verra. Donc France, moi j'y crois, j'ai envie d'y croire. France, 5, 8, 10. Un petit pronostic quoi, allez, comme ça. Non, ça va être serré là, je vois bien 2-3 points d'écart moi, pas plus. Donc il va nous falloir du gros money time. Du gros money time, j'y crois. T'es dispo ou pas en prolongation parce qu'on a besoin d'aide à la main, je te le dis. Pour défendre, si tu peux mettre. On a besoin d'acier. Non, en vrai, une petite prolongue, ça serait bien. Un peu un Bercy en feu là. Petite prolongue, c'est bien si tu la gagnes. Ouais. Après, honnêtement, ils sont en demi-finale, c'est déjà bien. C'est extraordinaire. Ils sont pas favoris contre les Allemands. Ah non, ils sont pas favoris, mais t'as vu qu'il y a potentiellement en finale. Ouais. Je vous fais pas un dessin. Ça fait depuis Tokyo. France-États-Unis en finale à Paris au basket en 5-5 quand même déjà aussi. Ils sont favoris. Je crois qu'ils sont bons là quand même. Ouais. Scoop, on vient d'avoir la Serbie qui s'est qualifiée en finale. Tu as raison, la Serbie va pas se laisser faire comme ça, mais t'as vu ce qu'ils leur ont mis au premier match de poule. Ils sont très sérieux les Américains, on imagine mal les voir rater la marche, mais après tout est possible. Donc France et France. En prolongue pour toi Timothée. En prolongue, ok. Magnifique. Et donc du coup, petit match. Moi je pense que ça va être. Moi là où je suis très content, on en avait parlé avec Léon avant, c'est que je pense que la défense française va être là, et c'était le point principal sur lequel je mentionnais avant le match contre le Canada. Donc je pense qu'il y a antécédent avec Schröder et toute l'Allemagne plus la défense. Ça c'est bien. Donc je pense qu'on va être sérieux. Après on a commencé à tirer la carte Evan Numéro, moi je suis un peu inquiet. Et tout. Moi je vais être franchement. Je pense que inquiet. c'est le Wemby game. C'est ce soir. Il faut. C'est le match de Wemby. C'est vrai que le match d'avant, il a pas fait en attaque, il a pas été terrible. Après en défense, il fait toujours le taf. Pour vous, ça va être match, repos, un peu de vacances là. On va essayer de profiter un petit peu. Je vais partir un peu moi. Moi j'ai aucun programme, j'avoue là. Là je suis clairement en train de surfer sur le truc où c'est parfait. Je vais où l'on me mène et on verra. Mais genre je vais essayer, je pense à partir de samedi dimanche profiter un peu. Tu vois, on nous a proposé la cérémonie de clôture, mais franchement, non, mais ça peut être un truc de fou à vivre, tu vois. Mais c'est bon, à Paris. En fait, il y a un côté où faut partir. Faut partir. Là, les 2 derniers jours, surtout le jour après la médaille. On avait dormi 30 minutes et de 10h à minuit on est jusqu'au Club France. On n'a pas eu 1 minute, on n'a pas fait un média, tu vois, les France Télé, Canal, Eurosport. Bien sûr. Trash Talk, c'est bien plus cool, on est tranquille sur un canapé. Voilà. Ça c'est beau. Ça c'est bien. Posé dans le canapé. Eh bien, messieurs, dames, évidemment, je laisse le chat envoyer plein de cœurs et de bisous à nos chers teams et Lucas qui ont régalé évidemment. Merci messieurs, je vais mettre un petit coup d'accordéon. Vous pouvez montrer la médaille quand même face caméra parce qu'elle est belle. Magnifique. Bravo. Moi j'applaudis, c'est quand même extraordinaire. Regarde, masterclass encore, bravo les gars, il y a plein de cœurs. Respect les gars, profitez des vacances. GG à vous. Merci, bisous les chefs. Vous avez régalé. Merci messieurs. Merci évidemment. Reposez-vous à fond. Merci. Et encore bravo. Merci à ces messieurs pour la médaille d'argent du 3-3 Paris 2024. Bonnes vacances. Nous on se retrouve à 17h30 pour le match évidemment. 17h15 quoi. 17h15 pour le match entre France et Allemagne. Des bisous, vous pouvez faire comme ça à la caméra, c'est parfait. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.